À ce numéro de Canal à Loup, je suis Joël Banewa accompagné de Jean-Claude Sefou Sadiki. Bonjour Jean-Claude. Allez, on va plus tarder, on va débuter donc avec ce premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, là où le pays hôte s'est illustré avec une victoire à 2 buts à 0, comme vous avez pu le voir dans le résumé. Un but magnifique, c'est ce qu'on retient d'abord, le premier de Brahim Diaz qui a fait en sorte que le Maroc se déleste de la pression. Jean-Claude Sefou, on a quand même vu une équipe du Maroc mise en difficulté avant que Brahim Diaz vienne trouver la solution. Il y a une première mi-temps un peu difficile et je crois que c'est ce qui a d'ailleurs retenu plus les gens, parce que les gens s'attendaient à un score fleuve, 5-0, puisque c'est le Maroc, puisque ça joue à domicile. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte que quand une équipe évolue un tout petit peu en bloc bas, c'est trop difficile de pouvoir verrouiller. Et le Maroc va s'illustrer justement lors de ses premiers buts. Vous avez dit de l'attaquant du Real Madrid. Quand le but arrive, l'action est déclenchée. Il y a plus de 8 joueurs justement à Comorion dans le squad de réparation. Ils sont regroupés dans un bloc de 4 joueurs par ligne. Donc ça fait 8, alors que les Marocains étaient à 6. Mais ils vont avoir une supériorité technique, justement, des centres de fer, et pour pouvoir marquer, il faut ici féliciter justement l'intelligence tactique, comme on a toujours dit. Un joueur, c'est la vision du jeu. Il s'est déplacé pour Brahim Diaz, il sait que son joueur a le ballon justement dans le choix de réparation, il va falloir faire les gestes justes pour se trouver au bon endroit et de pouvoir marquer. Donc ici, moi, je voulais mettre en exergue un peu la supériorité technique et surtout la vision collective de cette équipe marocaine. La différence, un tout petit peu d'autres cadors qui étaient comme les Mali, ils étaient face à des défenses un tout petit peu en bloc bas, mais qui ont eu du mal justement à s'en défaire. Le Maroc, grâce à sa technique, a su faire plutôt la différence. Allez, sur le but justement de Brahim Diaz, on voit ce placement magnifique et c'est cette passe en retrait qui apporte le but. Le deuxième but, je pense, c'est celui de Ayoub El Kaabi, le deuxième but du Maroc. Un but extraordinaire d'anthologie dont on voit sur ces images. Ouais. Ayoub El Kaabi, le geste, d'abord la passe, premièrement, une très belle passe et le geste acrobatique de Ayoub El Kaabi, on aurait appris que ce n'est pas une première pour lui. Il a l'habitude justement d'apporter ce genre de geste d'éclat dans un match de football. Il le fait très bien et il le fallait ça pour que le Maroc quand même donne un sens à sa victoire. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, je crois que c'était l'équation côté marocain. Vous savez, il se disait quel sera l'avant-centre. Et El Kaabi est en train de confirmer. On va revenir justement sur l'action avec la régie pour voir les déplacements. Parce qu'il est au début justement de l'action. Voilà, c'est lui qui fait la passe. Et là, il va se déplacer. On dirait comme s'il communiquait en télépathie et il fait les gestes justes. Ce but-là, je peux vous dire déjà que c'est peut-être le meilleur but de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il y a l'intelligence collective, il y a les placements dans l'histoire des réparations, et puis il y a l'instant, justement, d'un numéro 9 qui se retourne et puis qui marque un but d'anthologie. Ouais, et puis moi, à mon avis, je pense que l'erreur aussi démarre de là. C'est-à-dire qu'il y a le premier défenseur, le numéro 5, qui laisse Ayoub El Kaabi dans son dos parce qu'il le voit venir, il fait la passe et il le laisse partir, il se déleste, il y a la passe et le geste vous savez pourquoi la défense a craqué? Puisqu'au fait, durant quasiment 90 minutes, c'est une défense comorienne qui est restée en bas. Il y a toujours des erreurs qu'on va commettre et puis si on est intelligent en face, on en profite pour faire ce 2 buts à 0. Pour moi, en tout cas, lors de cette première journée, je pense que les Marocains étaient justement opposés à une défense trop en bas et il fallait avoir cette intelligence technique et tactique de pouvoir faire la différence. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié et même le feeling de cette explication. Et puis on va enchaîner avec Banewa. Cette fois, on prend dans le groupe D qui concerne la République démocratique du Congo. Vous avez suivi cette victoire en but à 0. C'était face du Bénin. Un match frustrant dans le jeu, comme on le sait, avec la République démocratique du Congo, avec un jeu un tout petit peu poussif, mais grâce à Théo Bongonda, justement. Les débuts de l'action commencent avec Arthur Mouassakou. Comme on le sait, il va faire un centre extraordinaire, sauf qu'il sera aidé par la nature. Il y a un défenseur béninois qui va se louper. Il croira qu'il est peut-être le dernier et le gardien est juste à ses côtés. Il va laisser passer le ballon, regardez, en laissant. Et puis, il faut admirer la bonne course de Théo Bongonda. Moi, je condamne un tout petit peu Cédric Bakamou, puisque cette course, à cet endroit-là, c'est faite par un numéro 9, sauf que Cédric, il est un tout petit peu à côté. Et Cédric fait les bons gestes et puis il ajuste les ballons pour tromper les gardiens béninois. Donc, il faut apprécier bien millimétré la bonne course et les gestes de Théo Bongonda pour ce but, même si dans le jeu, il y a beaucoup de trucs à dire.
tiens, le mouvement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mouvement de Théo, on a l'impression que c'est même lui qui déclenche la passe parce que Bakambu, à mon avis, il est très haut et comme vous l'avez dit, c'est lui qui doit plonger, mais quelque part, ça permet quand même à ce que il tire l'attention de ce défenseur-là. Et le défenseur pensait justement que la balle était pour Bakambu. C'est ce qui fait en sorte qu'il laisse le ballon pour son gardien. Mais la course de Théo Bongona est exceptionnelle et ça fait en sorte qu'il se retrouve en 1 contre 1 avec le gardien, mais la finition aussi, parce que le ballon, je pense qu'il rebondit et il est pratiquement à sa hauteur et il a la technique, et il a raison de mettre le numéro 10, il a la technique d'un numéro 10 et il sait placer ce ballon en 1 contre 1. Mais pire que ça, le défenseur qui suit, le Béninois qui suit Théo Bongona, lui aussi, il est dans la distraction parce que ton axial peut se tromper. Parce que lui aussi, il voit le jeu. Son axial, il se trompe, mais malheureusement, il ne suit pas. Et ça fait en sorte que Théo Bongona se retrouve seul face au gardien et il transforme facilement ce but. Et si ça a été bien travaillé aux entraînements, je pense qu'il y a aussi les bons emplacements de Cédric. Regardez, quand les ballons viennent, Cédric est justement encadré par des joueurs, donc des axiaux. Vous voyez, ils sont là avec lui. Je pense qu'il les a quand même amenés de ce côté-là. Il a laissé de l'espace à Cédric marquer. Donc, le travail ne condamne pas. Mais je pense que c'était quand même une course qui devait être faite par un numéro 9. Et là, on va voir maintenant les numéros 9. Cédric Bakambu va marquer un but qui sera malheureusement annulé pour position litigieuse. On va prendre la deuxième action. La position litigieuse n'est pas contre Cédric Bakambu. On va prendre la deuxième action justement sur le but de Cédric Bakambu avec les centres. Voilà, il arrive. C'est Mboukou qui est hors jeu, puisqu'au moment de l'action, sauf qu'il va adresser un centre cette fois. Et nous avons Cédric Bakambu, toujours celle dans la soirée de réparation. Il va faire justement cette tête-là, mais le but est annulé parce que monsieur était tout simplement hors jeu. Là, il faut quand même mentionner l'intelligence. Il est juste devant les gardiens de but et il fait la tête juste pour essayer de le tromper. Là, il y a l'instant d'un numéro 9, l'instant d'un buteur qu'on peut quand même mettre en avant. Oui, justement, parce que déjà, sur le geste, on peut comprendre un attaquant. Voilà, il est dans son couloir, il essaie de se repositionner, il attend le ballon parce que sur cette action, c'est lui qui met peut-être en difficulté Mboukou, c'est celui qui fait la passe. Je crois que c'est Noah Sadiki. Il tarde tellement avec le ballon que ça déstabilise son attaquant et il ne sait pas quand est-ce qu'il doit partir ou ne pas partir parce qu'il était dans l'hésitation. Soit il reste très haut, soit il vient chercher le ballon près de son numéro 10, mais il a tellement attendu pour libérer le ballon et quand il donne le ballon, ça fait en sorte que son latéral est hors jeu. Mais il a quand même l'intelligence, Jean-Claude, parce que la passe en soi, ça faudrait le faire et il a prouvé durant tout le match qu'il a la capacité d'aller chercher les 1 contre 1, de pouvoir créer les décalages et de chercher ce centre qui fait la différence. Et vous l'avez dit, Bakambu, c'est le placement idéal, le coup de tête, on connaît son jeu de tête. Il a été très bon dans ça durant pratiquement toute sa carrière et là, il le fait encore très bien. Dommage pour la RDC que ces buts ne soient pas validés, mais c'est un vrai but d'école, un bon décalage et un bon centre. Mais au-delà de ça, Jean-Claude, si vous permettez, il y a quand même, ce qui dérange, c'est que sur ce centre de Cédric Bakambu, il est pratiquement seul. Et ceux qui sont derrière marchent. Et ça, c'est, je crois, c'est Edo ainsi que Théo Bongona. Ils n'accompagnent pas l'action. Là, il y a faute. Là, il y a un centre qui vient. Ils sont tous spectateurs, sauf Cédric Bakambu qui fait le mouvement et qui crée le but. Et puis, avant de parler de l'autre action, il faut quand même mentionner que pour moi, j'ai beaucoup apprécié la production du jeu de notre ami Noah Diki. C'est un jeune, on attendait, on lui a donné un rôle. Et premier match pour sa première Coupe des Nations, la production individuelle et la partition collective, il a été justement au terme, tout simplement de pluie et je pense qu'il faut quand même apprécier. Il y a beaucoup aussi qui est trop jeune, donc la RDC a aligné quand même des qui ont répondu présent, même si le Bénin n'a pas vraiment, ils sont en bloc bas, mais ils n'étaient pas justement au marquage. On va prendre l'autre action pour illustrer encore l'importance de Cédric Bakambu, la troisième action. On part justement du centre, il va faire un face-à-face. Pourquoi il fait ce face-à-face une fois de plus devant les deux axiaux? Ça veut dire qu'il est capable d'être entouré des défenseurs béninois, mais lui, il fait les gestes justes, il va faire une bonne réception, contrôle orienté, il va aller vers les gardiens, sauf qu'au moment de finir l'action, il manque cette lucidité. Vous savez, quand on court avec les ballons, par moment on est épuisé, au moment de faire maintenant les derniers gestes, on se trompe, un poutou en ce moment ici, il te fait un but qui reste tout simplement dans les annales. Au pire, il efface même le gardien. On en parlait tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que la verticalité, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu dans ce match-là. Et l'une des rares fois qu'on a pu trouver Cédric Bakambu, parce que ça, c'est son style de jeu de prédilection, parce qu'il aime bien les ballons en profondeur. Et ça, on a la qualité. Et ça, au-delà de Arthur Maswaku qui peut te faire des très bons centres, on se rend compte quand même qu'il y a
une bonne qualité technique dans notre milieu de terrain, c'est qui permet à ce que Ouais. les attaquants puissent être servis. On décriait ça lors de la précédente CAN en disant que les attaquants n'étaient pas suffisamment servis. Mais là, avec Cédric Bakambu, qui est un attaquant qui connaît le jeu et qui sent le positionnement, il est quand même bien accompagné parce que quand on regarde aujourd'hui les milieux qu'on a, vous avez vanté Noah Sadiki tout à l'heure, il peut justement avoir ce genre de ballon. Ça peut même provenir de la défense et il peut être très bien servi. Le 1 contre 1, c'est dommage. Moi, je pense qu'à son niveau, la réception elle est exceptionnelle. À son niveau, il doit, après cette réception-là, trouver normalement le fond des filets, mais parfois il y a la réussite qui échappe. Et ça fait en sorte que Cédric Bakambu n'a pas permis à la RDC d'avoir une fin de match tranquille. Tout à fait, parce que la fin de match de la RDC n'a pas été ce qu'il fallait, on va peut-être en parler. Mais là, Cédric Bakambu s'est complètement loupé. Tant il a été bon sur le coup de tête, mais là, sur la balle au pied 1 contre 1, il a manqué de lucidité. Et puis il y a les gardiens qui sortent. Quand un gardien sort comme ça, je crois il essaie un tout petit peu de fermer les champs. Il ne te laisse pas beaucoup de solutions que peut-être piquer, de faire ce qu'on appelle sur des lobes, sauf que lui n'a pas fait. Je crois que dans l'ensemble, la RDC s'est bien débrouillée puisqu'il y avait quand même les Béninois qui avaient possédé le ballon. Et les statistiques les démontrent, c'était 68% de possession côté béninois, 32 seulement côté congolais. Ça montre à quel point que l'équipe de Dessabre a beaucoup plus reculé. Puis il y a une polémique. On va voir la vidéo, c'est sur la main de Chancel Bemba. Ouais. Alors, on est en République démocratique du Congo. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait main. On va voir cette photo-là. Oui. Il y a une main, justement, dans la soirée de réparation du capitaine Chancel Bemba. Sauf que l'arbitre demande d'avoir. Oui. Il part du côté du de la VAR. Et la VAR nous vient en aide. Ouais. Puisqu'elle ne va pas fonctionner durant cette action-là. Les Béninois vont crier au scandale. La VAR ne va pas. Et voilà, on a été sauvés. Mais devant la caméra, il y avait quand même main pour les Bénins. Oui, il y avait main, clairement. Et ça, c'est, je ne sais pas, c'est l'effet du hasard qui fait en sorte que... la nature. C'est la nature, elle vous aide, elle vous aide. Mais on doit comprendre quand même que techniquement, c'est des genres de choses qui arrivent. J'ai vu des gens beaucoup décrier l'Afrique, mais pour ceux qui regardent régulièrement le football, il y a des fois des pannes techniques comme ça qui arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est propre à l'Afrique, mais ça peut arriver dans une certaine circonstance, avoir des défaillances techniques. Et heureusement pour nous, qu'ils ont quand même pu réparer ça avant la fin du match, et c'est des aléas techniques. Nous, la télé, on peut bien comprendre cela, mais justement, il y a eu main de Chancel Bemba, ça arrive. On peut dire que la main pouvait être involontaire, mais voilà, il y a cette main qui est décollée du corps, et ça, normalement, ça siffle. Mais Jean-Claude, il n'y a pas eu que la RDC et le Maroc, il y a quand même eu aussi des nations qui ont quand même marqué des points, et je pense que vous avez un coup de cœur, je crois qu'il s'appelle Sénégal. Ah, le Sénégal, 3-0. Vous savez, gagner un match facile, c'est facile, hein, je vais me répéter. Mais arriver à trouver de la facilité quand l'équipe adverse est tout simplement en bloc bas, c'est ce qui m'a plu, puisqu'il y a eu beaucoup de débordements de Sadio Mané, beaucoup de débordements, et même du numéro 9, Nicolas Jackson, qui pour moi est réputé comme étant maladroit. Il a raté quelques occasions, mais tout simplement sublime. Donc il y a, pour le Sénégal, beaucoup de solutions. On a comme l'impression que les 11 joueurs sénégalais sur le terrain, tous ont une solution d'un but. Les gardiens, les défenseurs, les milieux. Et donc, c'est une équipe de talent. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes cette première journée, il y a le Maroc qui a été face au Comores, mais qui a su se défaire. Quand tu regardes la manière, la production collective, individuelle des Sénégalais, j'aime dire, c'est pour moi le favori numéro 1 de cette compétition. Alors moi je pense que hormis le Botswana qui a quand même pris 3 buts, hormis l'Ouganda aussi qui a pris 3 buts, moi ce que j'ai quand même aimé c'est l'adversité. Vous avez parlé au début du Maroc qui s'attendait à marcher sur le Comore, mais ils ont eu beaucoup de difficultés, même la RDC. On gagne 1-0, mais à la fin de match on aurait pu facilement tomber à un but partout. Il y a eu des matchs comme ça et j'apprécie bien cette adversité-là. On ne va pas revenir sur la qualité de cette CAN, mais j'ai comme l'impression quand même qu'on est parti sur une belle CAN. Regardez la qualité de la pelouse, des infrastructures, c'est extraordinaire. Tous ceux qui sont au Maroc, nos confrères sont partis, ils apprécient la vie. Je crois que le Maroc, c'est un peu les plis occidentaux des pays africains. Allez, sur cette belle phrase de Jean-Claude Sefou Sadiki, qu'on va partir maintenant avec l'info express sur l'actualité dans le monde du sport. C'est tout de suite, juste après cette transition avec Marc Limba. Merci à vous Jean-Claude et Joël Bainoa pour ces quelques analyses brillantes concernant la première journée de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Place à présent, mesdames et messieurs, à cette info
Express. On parle directement de la Fédération congolaise de handball. Il s'agit là du président Amos Mbayo qui a été élu troisième vice-président à la Confédération africaine de handball avec 51 voix sur 51 électeurs. J'y arrive lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Confédération africaine de handball, CAB en sigle. Il s'y est de rappeler qu'Amos Mbayo a été désigné dimanche dernier comme représentant de l'organe fêtière de cette discipline sportive appelée communément la balle aux 7 mètres au Conseil de la Fédération internationale de handball. Cette nomination est un grand, disons, honneur pour la République démocratique du Congo qui entre ainsi dans un organe stratégique du handball au niveau mondial. Donc une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce journal de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. C'était là le résumé de la première journée. On attend la deuxième pour enchaîner avec la troisième, avoir déjà les équipes qui vont se qualifier dans la prochaine phase décisive de cette compétition. Merci à vous. Je commence avec vous, Jean-Claude Sefou. Tous mes sentiments sportifs à vous, Marc, et à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un plaisir de commencer la CAN. Merci également à vous, Joël Bagnoa. Merci à vous, Marc Limba. Merci à ceux qui nous ont suivis. On est en plein dedans et c'est un plaisir de parler CAN. Le prochain numéro, c'est le lundi prochain, mesdames et messieurs. Au revoir. À la prochaine. Ciao.